Faut-il parler d'un coup sévère aux conséquences majeures? L'opération ukrainienne baptisée Toile d'araignée, c'était dimanche, est inédite en tout cas par son ampleur. 41 avions russes détruits au sol à travers 4 bases, selon Kiev, qui parle de 7 milliards d'euros de dégâts. Avec nous en direct pour en parler, Pierre de Jong, bonsoir, merci d'être avec nous. Ancien colonel des troupes de marine en France et vice-président de l'Institut Thémis dédié aux problématiques de paix et de sécurité. Et avec nous également en direct de Moscou, notre correspondant Julian Colling. Bonsoir Julian, on commence avec vous. Vladimir Poutine, Julian, n'a toujours pas réagi après cette attaque massive? Non, toujours pas. Ça paraît à peine croyable. Et pourtant, le Kremlin, même de manière générale, le système russe, l'élite russe n'a rien dit du tout sur ces attaques donc de dimanche. Et effectivement, alors, on peut dire que c'est un peu une stratégie qui est assez routinière pour le Kremlin. C'est de ne pas en faire trop sur, on va dire, les attaques ukrainiennes réussies sur le sol russe, qui sont nombreuses. C'est pas la première fois que l'Ukraine réussit à créer des sabotages ou même assassiner, bien sûr, des membres de l'armée russe sur le sol russe. Ça fait déjà pas mal de fois que ça se produit, mais à chaque fois, le Kremlin et Poutine décident de ne pas en parler pour essayer de minimiser tout ça, que l'opinion russe également ne s'inquiète pas trop, que l'information ne passe pas. Et même les médias gouvernementaux, par exemple, notamment la première chaîne russe, Первый Canal, pour information, n'a consacré que 40 secondes, en tout et pour tout, dimanche et lundi dans ses journaux, à ces attaques massives de dimanche. Donc vous voyez, le message, c'est vraiment d'essayer de cacher un peu ça sous le tapis, entre guillemets, et de ne pas en parler, que l'opinion russe, surtout, continue de penser que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème en Russie. Voilà donc comment ces attaques sont évoquées ou plutôt passées sous silence en Russie. Restez avec nous, Julien, on vous retrouve dans quelques instants. Pierre de Jong, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de cette attaque et par les cibles choisies? Indéniablement, quand cette attaque, elle est marquée par l'audace, tout d'abord, l'ingéniosité, l'audace parce qu'en fait, il faut oser le faire dans un moment où l'armée ukrainienne est quand même relativement en difficulté. Le deuxième point, l'ingéniosité du procédé, c'est-à-dire en fait, en amenant des drones de FPV, donc des tout petits drones, qui valent quelques milliers d'euros au grand maximum, et les amener à proximité des cibles, et non seulement à proximité, mais les cibles sont à 4000 km pour la plus éloignée, 2000 pour la moins éloignée. Donc, ingéniosité du procédé. Le troisième point, c'est la coordination, parce que ce genre d'opération, ça se met en place durant des semaines, voire des mois. Donc, il faut mettre en place du monde. Donc, au-delà, encore une fois, de l'aspect technique, il y a l'aspect humain. C'est en fait comment ont-ils réussi en fait à infiltrer le système, à s'installer, à faire les vérifications d'usage, à amener le matériel et à pouvoir tirer. Et en même temps, une prise de risque. Donc, encore une fois, si vous voulez, cette opération, elle remplit toutes les cases, quelque part, d'une opération bien menée, dynamique, et qui est en fait extrêmement intéressante, puisqu'en fait, il y a 3 impacts. Il y a un impact psychologique qui est absolument énorme. Il y a un impact stratégique, évidemment, un impact politique. Pierre de Jong, une attaque menée seule par l'Ukraine ou, comme le disent les défenseurs de la Russie déjà sur les réseaux sociaux, une opération ukrainienne et, entre guillemets, otanienne, donc avec l'aide de l'Alliance Atlantique, notamment des États-Unis? Alors, c'est pas tout à fait sûr. Je ne crois pas tout à fait que les Américains se soient engagés là-dedans, encore que les services de renseignement américains sont capables. Je penserais plutôt pour les Britanniques, qui sont un peu les spécialistes de ce genre d'opération. Rappelez-vous, au moment de la destruction, il y a 2 ans, de la destruction du pipeline, de Nord Stream 1, ils étaient dans la boucle d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vrai qu'ils ont été aidés, probablement, encore une fois, je pense les Britanniques, en tout cas, par des forces occidentales. Julien Colling, on retourne vous voir à Moscou. Au vu de ce que nous dit Pierre de Jong, qui a été militaire dans l'armée française, est-ce que vous diriez, vous qui êtes sur place, qui suivez pour nous ce conflit depuis maintenant ses débuts, est-ce que c'est un coup dur pour la Russie et pour son armée? Est-ce que ça l'est militairement? Est-ce que ça l'est psychologiquement? Écoutez, vous savez, c'est difficile à dire que ce soit un coup vraiment dur pour l'armée russe, parce que bien sûr, de l'avis des observateurs ici, des experts militaires russes également, même qui sont pas forcément pro-Kremlin d'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire pour être d'accord sur le fait que ces attaques ne changent pas la donne sur le terrain du front, sur le terrain militaire purement en Ukraine. Oui, c'est un coup au niveau de la communication, c'est un coup audacieux et réussi qui sans doute, on va dire, pose un voile un peu d'inefficacité et d'incompétence sur l'armée russe et surtout sur le renseignement russe dans le pays, et le renseignement militaire et le contre-espionnage russe. Mais après, sur le front, si vous voulez, en Ukraine, ça ne change pas beaucoup la donne. Pourquoi? Parce que ces bombardiers qui ont été détruits, donc environ une douzaine, pour l'instant confirmés détruits dimanche, étaient utilisés certes pour envoyer des missiles longue portée
en Ukraine. Mais la Russie peut continuer à envoyer ses missiles avec simplement des batteries de missiles sol-air, voilà, depuis la Russie. Et les autres bombardiers qui ont été détruits aussi avaient une capacité nucléaire, hein, une capacité à envoyer des attaques nucléaires, des missiles nucléaires. Mais on sait que pour l'instant, la Russie est très très loin, pour l'instant et heureusement, d'avoir décidé d'employer l'arme nucléaire en Ukraine. Donc, si vous voulez, en fait, c'est un coup de communication très réussi. C'est effectivement, ça jette un voile sur l'armée russe et sur sa réputation. Mais après, sur le front, c'est pas pour l'instant de nature à changer quoi que ce soit, honnêtement. Ouais, Pierre de Jong, c'est intéressant ce que nous dit Julien Colling, notre correspondant. Donc, au moins 11, 12 bombardiers stratégiques. Comment expliquer que la Russie laisse ses avions comme ça à vue? Est-ce que c'est le signe d'une vulnérabilité? Alors d'abord, il y a deux modèles d'avions. Il y a le Tupolev 22, qui est un avion qui fait 35 mètres sur 40, et l'autre, c'est un Tupolev 95, il a 8, et donc ils font 50 mètres sur 50 mètres. D'abord, c'est des engins qui ne se mettent pas dans les hangars facilement. Je veux dire, c'est énorme. Il y a une surface absolument colossale. Le deuxième point, c'est que vous savez, dans le cadre des accords SALT et START surtout, il fallait pouvoir comptabiliser les engins, les appareils. Il fallait que les satellites puissent observer d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un accord signé par la Russie. Hein. Vous dites que c'est parce que la Russie respecte cet accord qu'elle ne les a pas en fait dissimulés. Non, alors en fait, elle respectait les accords. Les accords sont devenus caducs depuis l'année dernière. Mais en fait, comme ils respectaient ces accords, ben, en fait, ils n'ont pas construit les hangars pour les mettre à l'abri. Encore une fois, ce genre d'engin qui fait 50 mètres sur 50 mètres, c'est énorme. Donc ça se met pas comme dans un garage. Donc c'est très compliqué. Et donc la meilleure solution, c'est de les éloigner. Et c'est là que les Ukrainiens ont été bons. C'est qu'en fait, ils ont été très loin, à 4500 km, pour taper ces engins où personne, j'imagine que l'armée russe n'imaginait pas une demi-seconde que ces engins puissent être attaqués. 7 milliards de pertes, c'est crédible, Pierre de Jong, pardon de couper, 7 milliards de pertes, comme le dit l'Ukraine, c'est le coût? On verra plus tard, parce que je pense que les Ukrainiens sont des surcommunicants. Ouais. Là, ils annoncent en fait une quarantaine d'avions abattus, alors qu'en fait, on pense qu'il n'y en a qu'une vingtaine. Ouais. Il y a 12 Tupolev 22 et 8 Tupolev 95. C'est des surcommunicants, mais en même temps, le résultat, comme le disait votre correspondant à Moscou, il a parfaitement raison. Le résultat tactique est assez faible. Le problème, c'est l'impact psychologique est extrêmement important, et ça démontre des faiblesses du côté américain, du côté russe, mais ça ne change pas évidemment la donne sur le terrain. Mais encore une fois, que va faire Poutine? Est-ce qu'il peut ne pas réagir? C'est ça la grande question. Et à votre avis? Eh bien, moi, je pense qu'il va réagir, mais rappelons-nous déjà, en Syrie, il avait un avion qui avait été détruit par les Turcs. On pensait qu'il allait réagir de façon extrêmement vigoureuse. En fait, il ne s'est rien passé. Et par moment, Poutine, si vous voulez, il a un côté, je dirais, comment dire, Tartarin de Tarascon. Il est très menaçant, mais très souvent, c'est vrai, il attend, il absorbe. C'est une stratégie de l'éponge, quelque part. Donc, je ne sais pas ce qu'il va faire, parce que c'est quasiment impossible de savoir. D'autant que sur le terrain, il n'a pas réellement besoin, encore une fois, de ces avions. Comme le dit votre correspondant, il a une artillerie air-sol extrêmement importante, l'Oreshnik, l'Iskander, etc. Donc il n'a pas besoin, encore une fois, de ces avions pour tirer des bombes planantes ou pour tirer des missiles sur l'Ukraine. Et on précise que le FSB, service de sécurité intérieure russe, et la police étaient sur les dents dès hier pour tenter de retrouver d'éventuels responsables de cette attaque de drones ukrainiens. Voilà donc pour cette attaque massive. Julien Colling, notre correspondant, est en direct de Moscou. Julien, j'aimerais aussi vous entendre sur cette nouvelle revendication aujourd'hui. Image à l'appui, notamment sur les réseaux sociaux, une explosion sur le pont de Crimée, symbole de l'annexion de la péninsule par la Russie. Qu'en est-il exactement, Julien ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas trop réellement ce qui s'est passé de manière claire, car il semblerait plutôt qu'en tout cas, d'après l'Ukraine et d'après certaines vidéos qui sont parues effectivement sur des canaux Telegram liés à l'Ukraine, c'est la base, en fait, les pylônes, on va dire le socle de ce pont qui a été touché donc dans l'eau, en fait, au niveau de la structure dans la mer d'Azov. Mais on ne sait pas encore réellement en fait l'état du pont. Est-ce qu'il a réellement été commencé à s'affaisser ou est-ce qu'il y a eu une réelle destruction d'une partie du pont? Il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que le pont, la circulation automobile a été arrêtée dans la journée, mais à nouveau a repris. Donc ça semblerait indiquer que pour l'instant il n'est pas détruit. Mais effectivement, c'est un coup, encore une fois, de communication très réussi et quelque chose d'assez impressionnant de voir toujours des images du pont de Kerch attaqué. Mais au-delà de ça, ça montre, si vous voulez, selon moi, quelque chose d'assez important tout de même pour la suite des négociations, notamment entre l'Ukraine et la Russie. C'est que l'Ukraine multiplie, comme ça, vous voyez, ces différentes attaques, et notamment aussi un pont à Briansk qui a tué 7 personnes la semaine dernière, l'explosion également d'un pont ferroviaire. Et ça semble vouloir montrer que du côté ukrainien, on semble
prêt à de plus en plus d'attaques, de sabotage de ce style sur le sol russe. Et pourquoi? Eh bien, sans doute pour essayer de montrer aux États-Unis notamment et à l'Europe qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine, que l'Ukraine peut faire des choses, peut encore résister et largement même jusqu'au sol russe. Et qu'il faut continuer à l'aider. C'est un peu ça, dans le contexte bien sûr des négociations à Istanbul qui sont en cours. L'Ukraine montre les dents et montre ses cartes et qu'elle n'est pas du tout à court de cartes à jouer contre la Russie pour l'instant. Et en effet, Pierre de Jong, comme le dit Julien, c'est vrai qu'il y a une concomitance entre les négociations à Istanbul et cette vaste opération. C'était la veille des négociations à Istanbul. Arriver le moins faible possible à la table des négociations, c'est ce que cherche l'Ukraine notamment? C'est la phrase de Clausewitz, hein, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et les Ukrainiens l'appliquent parfaitement bien, d'autant que le personnage qui est derrière tout ça, au-delà de Zelensky, c'est un personnage, un jeune général qui s'appelle Vasil Maliouk, qui a 42 ans et qui a complètement refondu les forces spéciales et la guerre souterraine ou la guerre secrète ukrainienne. Donc à son actif, il a quand même maintenant trois trophées. Le premier, n'oublions pas, c'est en Afrique où en fait ils attaquent systématiquement les forces de Wagner. Ça c'est un point extrêmement important. Ils ont en gros 30 000 hommes sur le terrain, c'est énorme. Le deuxième point, c'est cette opération aérienne. Et puis le troisième point, effectivement, on en saura plus dans quelques jours, c'est le fait qu'ils aient probablement détruit une pile. Enfin, la pile, c'est le pilier qui tient le pont. Sur ce pont, je rappelle, il y a une route et une voie ferrée. Donc elle est très importante en termes de logistique pour approvisionner la Crimée. Et donc le fait qu'ils aient abîmé quelque part cette pile et donc en fait et ralenti et bloqué le dispositif logistique des Russes en direction de la Crimée, c'est un point extrêmement fort pour les Ukrainiens. De toute façon, c'est psychologique. Et c'est là qu'on revient sur votre question qui était liée à aux négociations à Istanbul. Bien évidemment, quand vous avez un gain, quand vous avez un avantage comme celui-là, vous arrivez, je dirais, avec la confiance quelque part. Donc, après, on va voir ce que vont faire les Russes. Est-ce qu'ils peuvent répliquer? Est-ce qu'ils vont répliquer? Personne ne le sait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que les Ukrainiens engrangent des points positifs. Et juste il nous reste quelques secondes, peut-être Pierre de Jong, contre-attaque ou baroud d'honneur de l'Ukraine, ultime combat d'une guerre perdue? Alors je ne crois pas, je pense qu'il y a une guerre sans fin, vous savez, depuis 2014 cette guerre a commencé, elle a eu différents aspects et on est dans une autre partie quelque part. En fait, quelque part, également les Ukrainiens envoient un message aux Américains en disant, vous voyez, nous on peut gagner aussi. On sait que Trump est sensible à la victoire, au gain, au fait d'être successful, comme on dit à Washington. Et c'est vrai que c'est un message de dynamisme qu'ils envoient aux Américains en disant, aidez-nous, l'affaire n'est pas totalement perdue. Donc en fait, il y a un jeu un peu trouble et là, en cela, les Ukrainiens sont beaucoup plus malins, beaucoup plus politiques que les Russes, qui restent très immobiles, c'est le modèle en béton armé, c'est un peu l'Union soviétique à l'ancienne. Personne ne parle, tout est immobilisé. Merci beaucoup Pierre de Jong pour votre éclairage et merci beaucoup Julien Colling, correspondant de TV5 Monde, d'avoir été en direct de Moscou et pour toutes vos informations. Merci à tous les deux.